Comme tu le sais, les 2 derniers mois, je les ai passés à couvrir le procès de Didi. D'ailleurs, j'ai pas terminé, j'ai au moins 2 autres vidéos qui doivent venir sur le procès. Une qui va revenir sur à peu près tout ce qui s'est passé, où je vous donne mon avis et je reviens sur des points que je n'ai pas creusés pendant le procès, ok? Et en faisant tout ça, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit, tiens, il y a un sujet vraiment intéressant que j'aimerais traiter avec vous, c'est le colorisme, comme tu as pu le voir d'ailleurs sur le titre. Alors pourquoi j'ai voulu traiter ce sujet? Eh bien parce que je me suis rendu compte que Cassie n'aurait jamais pu percer dans les années 2020 comme elle a percé dans les années 2000. Parce qu'à cette époque-là, le colorisme était tellement prédominant dans l'industrie de l'entertainment qu'en réalité, ça a donné la place à n'importe qui, entre guillemets, de percer dans l'industrie de la musique. Donc ici, dans cette vidéo, je vais revenir sur comment le colorisme était prédominant dans les années 2000, 2010, et enfin, aujourd'hui, comment il a évolué. Donc on peut y aller. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic, et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Merci à la team, je like la vidéo avant de commencer. Merci à ceux qui vont mettre ref, à ceux qui vont donner leur avis. D'ailleurs, c'est une vidéo où réellement je vous invite à donner votre point de vue sur le colorisme, tout ça. Enfin, bref, je suis là pour ouvrir une discussion et pour partager avec vous un maximum de connaissances, mais surtout, j'ai envie d'avoir vos points de vue. Alors, c'est vrai que je ne vais pas répondre aux commentaires, mais j'aime les lire, surtout lorsqu'ils sont réfléchis, etc. D'ailleurs, dans mon audience, vous êtes très mûrs, hein, vous avez en grande majorité au-dessus de 25 ans, donc je sais que vous avez un avis là-dessus, donc j'ai hâte de savoir ce que vous pensez, d'accord? Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo à quelqu'un. Petit disclaimer, je n'ai rien contre le beauty privilège dans l'industrie de la musique, c'est totalement normal. Et deuxième chose, tout ce que je vais dire là, c'est mon opinion, d'accord? C'est mes analyses, c'est mes recherches, d'accord? Donc libre à vous aussi d'apporter de l'information. On est ouvert au dialogue ici. Je ne suis pas en train de vous dicter comment vous devez penser. D'ailleurs, je déteste ça. Donc moi, je partage mon opinion. Ceux qui me suivent, ceux qui ne sont pas d'accord. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Sans plus attendre, on y va. Alors, dans l'industrie de la musique dans les années 2000, c'était tout pour les light skin, d'accord? Donc vraiment, quand tu es une artiste, en particulier une chanteuse d'R&B, si tu étais light skin, très belle, d'accord? Parce que c'est vrai que les traits du visage, etc., c'était quand même un critère, et que tu savais à peu près chanter et que tu es à l'aise à te montrer, tu avais ta chance dans l'industrie de la musique. Et c'est le cas en réalité de Cassie. Alors j'ai absolument rien contre Cassie, hein, surtout après cette affaire-là. J'ai aimé les morceaux qu'elle a sortis à l'époque, je me rappelle avoir écouté le premier album, je l'avais en fond d'écran, elle est trop belle, etc. Bref, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce qui est clair, c'est que sa réussite n'est en rien corrélée à son talent. Alors pour ceux qui ne se rappellent plus comment Cassie a réussi à percer, je vais vous rappeler ça rapidement. Et si je vous rappelle le parcours de Cassie, c'est parce qu'en fait, il représente très bien comment les light skin étaient traités dans ces années-là et jusqu'où c'était capable d'aller. Alors, Cassie a été repéré par Ryan Leslie. Donc c'est un producteur de renom qui a travaillé avec Didi. Et d'ailleurs, au moment où il la découvre, il travaillait avec le boss. Il aperçoit Cassie en boîte de nuit. Et puis il faut dire que Ryan Leslie, c'était comme un producteur frais de ouf. Il avait fait v'là les sous avec, le Diddler. Donc là, il était là, il allait en club, il avait des chaînes, il était frais. Et si toi, tu vas avoir des chaînes et être frais, il faut prendre du Make It Shine. C'est en plus de ça les soldes chez eux, les filles et les garçons. Oui, les filles, parce que c'est aussi pour vous. Ouvrez bien vos oreilles. Merci à Make It Shine de sponsoriser cette vidéo. En ce moment, c'est les soldes chez Make It Shine et il y a des offres de fou. Ça va jusqu'à moins 70% de réduction. Et en plus de ça, il y a l'offre, un produit acheté, un produit offert. Et tout ça est cumulable. Tu vas grave te mettre bien. Par exemple, tu prends la chaîne Prong Link 10 mm qui passe de 200 € à 180 €. Mais surtout, tu peux avoir un bracelet offert avec. Donc là, tu vas vraiment être frais si tu vas en Espagne, au Portugal, en Italie ou je sais pas quoi. Regarde un peu comment tu peux être frais. Alors Make It Shine, c'est ta marque de bijoux de cet été. Je ne veux rien entendre. Moi, je suis frais, ça fait des années avec du Make It Shine. J'ai là les bijoux, je brille. Quand je vais dans des events, tout ça, avec mes tenues, tout ça, vous me connaissez. Moi, j'ai toujours les marques un peu fraîches comme ça là. Et j'ai du Make It Shine avec moi. Et la force de Make It Shine, c'est qu'il propose des drops tous plus originaux les uns que les autres. Ils ne se reposent jamais sur leur laurier. Toujours des nouveaux produits, toujours des produits très frais. Il y a quelques mois, ils ont relancé la Cuban Link. Elle est d'art de ouf. Franchement, la marque fait que prendre en qualité, c'est impressionnant. Profitez-en maintenant, hein, sinon c'est bientôt en rupture de stock. Donc c'est maintenant, le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. On reprend la vidéo. Il flash sur elle, il se pécho, d'accord? À partir de là, ils sortent ensemble, mais Ryan Leslie, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, visionnaire.
et il se dit, tiens, dans l'époque dans laquelle on est, une femme aussi belle a un potentiel de devenir une superstar. Je suis un excellent producteur, j'ai les plugs, et je sais comment marketer une belle fille comme ça et faire des millions. En fait, tous les ingrédients du succès étaient réunis, et dans l'époque dans laquelle on était en train de entrer, en particulier dans le R&B, c'était beaucoup plus simple pour une artiste qui ne savait pas très bien chanter de s'en sortir, tu vois. En fait, dans les années 2000, tu n'étais pas obligé d'avoir la voix de Mary J. Blige ou encore de Whitney Houston pour attirer l'œil des labels. Et d'ailleurs, je peux rajouter aussi Mariah Carey, d'accord, qui a aussi percé dans les années 90, qui pour le coup est super light skin, pour ceux qui ne savent pas, c'est une femme métisse. Mais voilà, ces trois femmes-là ont des voix incroyables, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais entendu personne remettre en question leur talent, d'accord? Mais dans les années 2000, il y a eu de plus en plus de chanteuses pour lesquelles on pouvait remettre en question le talent. Pourquoi? Parce que dans le style de chanson qui sortait, c'était plus nécessaire d'avoir une voix incroyable, d'accord? Et pour ça, j'ai une anecdote, et là on va arrêter de parler des femmes, on va parler des mecs, en particulier de Kanye West et de Jamie Foxx. Jamie Foxx racontait l'anecdote de comment il a été en featuring sur le morceau Slow Jams. Slow Jams, c'est le deuxième ou le troisième single, je sais plus, du premier album de Kanye West, College Dropout. Et ce qu'il explique, c'est que il avait essayé de faire des grandes vocalises façon R&B des années 90. Alors attention, hein, je dis pas que dans les années 2000, les chanteurs d'R&B ne faisaient pas ça, ils le faisaient, mais c'était moins à la mode dans cette période-là. Il avait tenté d'aller sur quelque chose de très R&B, très puissant, et Kanye West lui a demandé de faire quelque chose de simple, parce que c'était plus du tout à la mode. She says she wants some Marvin Gaye and some. He said, "Yo, what are you doing?" I said, "Well, you know, you don't know R&B. See, I'm an R&B singer. See, I got to put the R&B thing on it. See, I got to do that." He said, "Don't do that." He said, "Just sing it simple because it's, you know, it's hip hop." And I was like, "All right." So I sung it begrudgingly, thinking this song is whack. He's not gonna make it. My boy was like, "Yo, remember that song you said was whack? It's #1 in the country." Donc tu vois, tu n'avais plus besoin d'user tout ton potentiel musical pour faire un hit, d'accord? Donc il a simplifié les choses. Jamie Foxx pensait que ça allait pas fonctionner, mais en réalité ça a cartonné, d'accord? Moi c'est comme ça d'ailleurs que je suis devenu fan de Kanye West avec ce morceau Slow Jams, Through the Wire, bref, maintenant vous me connaissez, College Dropout c'est l'un des meilleurs albums de tous les temps, d'accord? Et donc Cassie avait tous les ingrédients pour réussir. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas que Cassie. Et en particulier, c'était pas la seule Blasiane à être populaire. Il y avait une vraie mode des Blasianes. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Blasianes, c'est les femmes noires et asiatiques. Donc c'est le métis, Black, Asian, Blasian, d'accord? Donc il y avait énormément de femmes comme ça qui étaient extrêmement populaires, que ce soit des vixens, modèles et autres. Je pense notamment à Daphne Joy, même si elle n'est pas métisse, elle fait un peu Blasiane, d'accord? Dans le style, dans sa manière de s'habiller, etc. On pourrait croire qu'elle est ethniquement ambiguë, comme ils disent les Américains. Racial ambiguous. Ils aiment bien dire ça. Kimora Lee, Tay Ekar, il y a eu aussi Karrueche par la suite, qui a explosé, qui était dans le même délire, Dinah Slaughton, et j'en passe. Parmi les chanteuses, il y avait Amerie. Et d'ailleurs, récemment, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait une performance sur Tiny Desk, et clairement, ça nous montre que c'est un vestige de cette époque-là. Parce que sur Tiny Desk, elle doit performer en live, donc on va entendre sa voix et donc constater si elle a réellement une belle voix ou pas. Et en fait, aujourd'hui, dans nos standards, en performance live, on se rend compte que c'est pas trop ça. Et d'ailleurs, si tu suis un petit peu le monde du R&B en ce moment, en particulier aux États-Unis ou sur la chaîne de mon gars Stevie, d'ailleurs big up à lui, et ben tu te rends compte que ça fait beaucoup de bruit en ce moment. C'est ok, tu as parlé de Beyoncé à l'époque, comme quoi voilà, elle avait volé tes producteurs, etc. Mais là, on est en train de constater que aujourd'hui, quand tu performes en live, c'est pas terrible en fait. T'en vois pas du lourd. Beyoncé en live, c'est une dinguerie. Beyoncé a vraiment beaucoup de talent. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais s'il y a bien une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est d'avoir du talent. Et donc Cassie, Amerie, etc., c'est la même chose en fait. C'est des femmes qui étaient très belles, rentraient dans les critères de beauté de l'époque, avait une certaine aura, pouvait performer en live, quoique même Cassie, les performances, c'est pas une grande danseuse ou quoi, tu vois, elle a pas été recontactée pour faire des performances récemment sur ses anciens morceaux, parce que ça a jamais été une grande danseuse, ça a jamais été une grande chanteuse, encore une fois, c'est la vérité, hein, je suis désolé, mais voilà, même en tant qu'actrice, c'est pas la folie, mais tout reposait donc sur son physique, et ça, c'est les années 2000. D'ailleurs, le Diddler l'a dit, si tu regardes bien, une grande partie de ses ex étaient des Blasianes, ou des femmes asiatiques, qui jouaient sur un maquillage qui peut laisser croire qu'elles sont métisses. Tu regardes Gina, Cassie, Dana Tran, celle avec qui il a eu son dernier enfant, Daphne Joy. Alors j'ai pris l'exemple d'Amery et de Cassie, mais à notre époque,
donc à notre époque, je fais trop l'ancien, mais dans les années 2000, c'était pas les seuls. En fait, et même en prenant le temps de réfléchir et de regarder un petit peu ce qu'on avait kiffé à l'époque, il y avait même pire en fait. Il y avait des chanteuses qui ne savaient clairement pas chanter, d'accord? On laissait les défauts sur leur voix, mais visuellement parlant, elles donnaient bien, elles étaient light skin, en fait même pas light skin, c'était des hispaniques, et ça fonctionnait en fait. Et pour ça, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. J'ai Lumidee et Nina Sky. En faisant ces recherches, je suis retombé sur Nina Sky. J'ai l'impression que j'avais à nouveau 15 ans. C'est incroyable. C'est des morceaux qui en soi sont bons. Je pense qu'une bonne majorité d'entre vous, peut-être que vous connaissez pas les clips ou quoi, mais peut-être que vous avez déjà entendu les sons. D'accord? Et ça, c'était des énormes hits. Et ces femmes-là, c'était des hispaniques de New York qui avaient le physique, les critères physiques, mais qui n'avaient pas le talent vocal. D'ailleurs, ils en ont fait une mode parce qu'à cette époque-là, ça passait bien. Et Nina Sky a eu plusieurs hits, même avec Pitbull, si je me trompe pas. Ou encore avec Nori. Ce que je vais dire est clair, c'est qu'à cette époque-là, une dark skin, donc une femme noire foncée, n'aurait jamais pu avoir ce type d'opportunité-là. Clairement. Impossible qu'une chanteuse noire débarque comme ça, même si elle est belle ou quoi, elle ne sait pas chanter et elle réussit à avoir un deal en maison disque et à exploser comme ça. C'était impossible à l'époque. Les dark skins devaient avoir un talent exceptionnel à cette époque-là pour se démarquer. Mais d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu les artistes noirs foncés qui ont réussi à avoir des hits et qui ont tenu autant, c'est clairement le cas. On va prendre quelques exemples. Kelly Rowland, super voix, mais surtout c'est Destiny Child, un des girls band les plus populaires de tous les temps, si ce n'est le plus populaire. C'est la cousine de Beyoncé, d'accord, donc très pluguée. Tout de suite, lorsqu'elle sort du groupe, elle sait quoi faire, tu vois, donc c'est la numéro 2 de Beyoncé. Et c'est aussi une femme noire vraiment très belle, d'accord? Donc ça aussi, ça joue en sa faveur. Elle n'est pas juste belle, elle est très belle et elle a tous ses atouts de son côté. Donc ça lui permet quand même de faire carrière, d'accord? Ensuite, il y a Mary J. Blige. Là, on parle juste de la queen du R&B. Donc dans les années 90, elle a tout pété. Elle chante super bien, elle écrit super bien. Quand il s'agit de chanter la tristesse, franchement, je crois que c'est l'une des meilleures dans ce créneau-là. Donc elle se démarque clairement. Et il y a aussi qui d'autre? Lauryn Hill a juste sorti l'un des meilleurs albums de tous les temps. Et là, on se rappelle d'elle. Donc là, on est vraiment sur des chanteuses qui réussissent à faire quelque chose d'exceptionnel pour qu'on s'en rappelle et pour que surtout elles réussissent à se démarquer à cette époque-là. Ce que je veux dire par là, c'est que parmi les chanteuses light skin, elles avaient le droit d'être un peu moins parfaites artistiquement parlant, tant qu'elles étaient très belles. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, attention. Ça ne veut pas dire que toutes les light skin de l'époque ne savaient pas chanter et qu'elles étaient prises que pour leur physique, d'accord? C'est vrai que Cassie n'avait pas beaucoup de talent, mais quand tu regardes Alicia Keys, c'était incroyable. Elle sait écrire, elle sait faire du piano, elle a une culture musicale incroyable, elle arrivait avec des hits. Fall In, moi je me rappelle à l'époque, je me le suis pris. Alors, effectivement, à cette époque-là, le milieu de la musique jouait en sa faveur, mais elle n'a pas volé son succès, clairement. Il y a aussi Beyoncé, bon, j'en ai déjà parlé, c'est l'une des meilleures performeuses de tous les temps. Rihanna, alors Rihanna, elle a beaucoup de talent, elle sait faire des hits, ça, il n'y a rien à dire, depuis les années 2000, mais je pense sincèrement que, par exemple, elle, si elle était plus foncée, je pense que ça aurait été plus compliqué. Parce que ceux qui ont suivi l'artiste depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire 2004, quand elle arrive avec Pon de Replay, c'est un morceau sympa, mais on se dit pas que l'artiste va faire 20 ans de carrière et que ça va devenir une véritable icône, d'accord? Rihanna, c'est une fille qui a une voix un peu nasillarde, elle chante bien, mais c'est pas incroyable. On va pas la mettre à la table des meilleures chanteuses. Même aujourd'hui d'ailleurs. Ce qu'elle a réussi à faire, c'est faire de la pop et du R&B. À la fin des années 2000, d'accord, mélanger un petit peu les deux, avoir un très beau packaging qui se démarque un petit peu, jouer sur les réseaux sociaux comme jamais, et elle a réussi à exploser et occuper un créneau que personne pouvait occuper comme elle, d'accord? Donc il y a beaucoup de marketing, beaucoup de visuels, beaucoup de direction artistique, et aussi beaucoup de hits, ça c'est clair et net. Déjà dès le début de sa carrière, elle savait en faire, donc ça on peut pas lui enlever, mais il faut dire que quand même, le fait qu'elle soit light skin, ça a beaucoup joué en sa faveur, surtout à cette époque-là. Je le dis, je sais que dans les commentaires, les gens seront pas forcément d'accord. Let's go, baby. Dites-moi ce que vous pensez. Parmi les chanteuses qui ont du talent, il y avait aussi Mia. Mia, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Aaliyah, c'est pas une voix
ouf, mais c'est des hits, encore une fois, mais bon, ça va faire polémique. J'adore Aaliyah, mais je suis honnête avec moi-même, hein, c'est pas une grande chanteuse, ni une grande danseuse. Et je pense que, en fait, non, en réfléchissant bien, Aaliyah a quand même bénéficié de l'époque et de la préférence qu'il pouvait y avoir pour les light skin. Je sais que ça va pas plaire à certains, mais c'est la vérité. J'écoute du Aaliyah depuis très longtemps, mais c'est la vérité, faut que je le dise, d'accord? Faut que je sois honnête avec vous, authentique. Mais voilà, tout ça pour dire que dans les années 2000, il y avait des light skin qui avaient du talent et qui n'ont pas volé leur place. C'est quand même important de le dire. Et ce problème ne se limitait pas que aux chanteuses, d'accord? C'était vraiment un phénomène que tu pouvais voir vraiment dans toute la culture noire, américaine en particulier, que ce soit dans les films, dans les clips. D'ailleurs, les vixen, celles qui étaient les plus populaires, étaient aussi des blasianes, des métisses, tu vois, des choses comme ça. Les clips étaient aussi très éclairés dans les années 2000. C'est quelque chose dont on parle pas, mais lorsque tu retournes voir les clips de cette époque-là, il y avait beaucoup de lumière, d'accord? Donc pour faire en sorte que les modèles et même les artistes en eux-mêmes, hein, les mecs, paraissent beaucoup plus clairs. Va checker les clips de Hype Williams, de Nelly de l'époque, de Ja Rule, tous ces artistes-là, ils faisaient pas en sorte de jouer sur leur peau foncée, quoi, tu vois? C'était tout pour la lumière, pour être le plus clair possible. Les seuls artistes de l'époque qui jouaient sur le fait d'être vraiment sombres, ils sont 3 comme ça de tête. Young Dro, alors Young Dro, ça c'est vraiment pour les mecs qui sont vraiment dans la trappe de l'époque. T.I., Pimp Squad, Click, PSC, Partner, hein, vous savez de quoi je veux parler, les vrais, là, ceux qui ont suivi à l'époque. Donc Young Dro, c'était le bras droit de T.I. Il avait un morceau qui s'appelle Show the Lane, qui est un hit interplanétaire, classique, d'accord? Ceux qui ont validé Young Dro à l'époque, commentez là, s'il vous plaît. Pour les autres, allez découvrir. Sinon, bah, il y avait Akon, d'accord? Et T-Pain. Quand tu regardes ces 3-là, vraiment ils ont joué sur le fait d'être dark skin et d'en être fier. Sinon pour les autres, un maximum de lumière. Ah, et il y a un 4e, Crunchy Black de 36 Mafia. Ouais. Et d'ailleurs dans l'entertainment, il y a une fois où le colorisme m'avait beaucoup marqué, c'était dans la série Ma Famille d'abord. Alors vous savez de quoi je veux parler, ceux qui ont suivi la série. Alors Ma Famille d'abord, on est passé d'une Claire dark skin à la première saison à une Claire super light skin à la seconde. Alors avant j'avais pas fait mes recherches, donc je me suis dit mais comment ça se fait qu'ils ont changé comme ça la Claire, c'est vraiment du colorisme bête et méchant. Je pense encore aujourd'hui qu'il y a une grosse part de colorisme, mais lorsque j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que c'était la maman de la première Claire qui a désapprouvé la direction et les thèmes abordés dans la série, en particulier dans la seconde saison. Ça parlait de copine de Claire enceinte dans l'adolescence, elle voulait pas forcément que sa fille représente ça, donc elle a préféré la retirer de la série. Bon, je pense que à titre personnel, c'est une erreur, ça aurait été cool quand même qu'elle continue la série, au vu surtout du succès, hein. Mais bon, apparemment c'est ça. Par contre, tu te dis, ok très bien, cette actrice-là ne peut pas continuer la série, ce que tu te dis, c'est que tu vas aller chercher un personnage, une actrice qui ressemble un maximum à la première, d'accord? Donc, plus ou moins le même teint, et voilà, comme ça crée pas un très gros choc sur les viewers. Et pourtant non, ils sont allés chercher une actrice super light skin, etc. Après, je vous dis sincèrement, la deuxième Claire, c'est celle que j'ai préférée, parce qu'elle était rigolote, etc. Donc rien à dire là-dessus. Mais clairement, en regardant les choses de façon froide et distante, il est évident qu'il y a un choix coloriste. L'idée, c'était de choisir une Claire plus claire pour, à mon avis, plaire à un plus grand public. Et c'est ça qui est important de dire, et c'est là où je vais en venir, c'est que choisir des light skin, surtout à cette époque-là, c'est clairement stratégique et c'est du marketing. C'est qu'à l'époque, c'est triste de le dire, mais c'est la vérité, prendre des light skin ou des métis, c'était beaucoup plus bankable pour la télé et pour l'entertainment. Alors, je m'explique. Ce qu'il faut comprendre dans l'industrie de l'entertainment, ça fait longtemps que j'y suis, que je côtoie des gens, etc. Moi-même, j'avais un avis là-dessus et je pense avoir totalement raison. Et beaucoup de choses me laissent croire que c'est clairement le cas. C'est le business avant la culture, d'accord ? Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Si c'était tout pour la culture, l'idée, ce serait de représenter un maximum la pluralité de la communauté noire dans le cadre d'une série, par exemple. Donc, prendre des gens foncés, prendre des gens clairs, prendre des gens, voilà, ambigus ethniquement, etc. Bref, représenter la communauté noire comme elle est réellement.
Mais non, le but c'est pas de faire ça. L'idée c'est d'avoir des personnages, une série qui soit la plus acceptée possible auprès du public américain et ensuite mondial. Alors je m'explique. À l'époque, dans les années 2000, il y avait ce qu'on appelle des gatekeepers. Donc les gatekeepers c'est quoi? C'est les corporations qui vont produire du divertissement, de la musique ou des séries, des films et autres. D'accord? Et ces gatekeepers, donc ces corporations-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont regarder la société telle qu'elle est, et ensuite elles vont produire des séries, des artistes qui puissent toucher un maximum, une grande majorité de cette société, d'accord? Donc elles vont produire des séries, des artistes, afin de toucher la plus grande part de consommateurs dans cette société. Et donc à l'époque, pour toucher de façon massive ces gens-là, tu dois passer par la radio, la télé, les journaux, les médias traditionnels de l'époque. Et ces médias traditionnels de l'époque faisaient de la segmentation, d'accord? Mais c'était pas une segmentation comme aujourd'hui. Par exemple, tu produis une série comme Ma famille d'abord, tu veux toucher tous les foyers noirs, bien sûr, parce que c'est eux que tu targetes en priorité, mais derrière, tu veux aussi toucher le public blanc qui s'intéresse aux sitcoms, d'accord? Donc je pense que leur cœur de cible à l'époque, c'était la communauté noire, d'accord, en premier, et ensuite le deuxième cercle, c'est les amateurs de sitcoms. Ok? Et pour toucher ces deux cercles-là, il fallait proposer des acteurs qui soient les plus validés possibles par ces deux communautés. Donc la communauté noire et la communauté, on va dire, de gens qui regardent des sitcoms et qui sont pas nécessairement des noirs, donc des blancs ou des hispaniques. Et déjà dans la communauté noire, comme il y a déjà du colorisme, quand tu proposes des modèles, des artistes ou des acteurs light skin, tu es quasiment sûr de plaire à la totalité de cette communauté noire déjà. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Et ensuite, tu as les blancs, les hispaniques. En leur proposant des light skin, donc potentiellement des noirs qui sont métis ou alors qui ont été mélangés dans des générations précédentes, tu leur proposes des personnes avec potentiellement des traits fins, avec des critères de beauté eurocentrés. Donc, tu maximises les chances que ces personnes, ces artistes, ces talents soit apprécié par ce deuxième cercle. Et comme en plus ton projet coûte beaucoup d'argent et que tu veux t'assurer que ça fonctionne, à l'époque dans les années 2000, en plus il y a la crise du disque, tu dois absolument faire en sorte que ton artiste cartonne. Les séries à l'époque c'est pareil, hein, c'est de gros risques que tu investis, tu veux t'assurer que ça cartonne, tu veux t'assurer que ça fonctionne réellement. Donc, tu dois faire en sorte de mettre toutes les chances de ton côté. Donc, tu vas pas te gêner pour aller sur du colorisme. Et je suis sûr qu'il y a des gens en maison de disques ou même des directeurs de casting dans le monde des séries ou des films qui se sont dit « Hey, cette personne a beaucoup de talent, j'ai vraiment envie de la mettre en avant, mais je ne pense pas que le marché est prêt à recevoir cet artiste, cet acteur dans cette série, etc. etc. » C'est triste, hein, mais c'est la réalité, à mon avis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Amérique blanche va être exposée à ces stars, et ce sont les plus grands consommateurs de cette culture. Il faut qu'on leur offre l'expérience noire, sans pour autant trop les choquer. Donc la métisse de la Barbade, ou encore la light skin aux cheveux longs, c'est finalement pas si éloigné de Britney Spears, en quelque sorte. Les standards de beauté eurocentrés sont là, donc potentiellement, le succès aussi. Et oui. Et d'ailleurs, du point de vue de ces artistes-là, Beyoncé ou encore Rihanna, qui sont des chanteuses d'R&B mais tout de suite positionnées en pop star, c'est même pour entrer en concurrence avec les autres pop stars, elles ont tout intérêt à justement elles aussi jouer un maximum sur ces standards de beauté eurocentrés, d'accord? Surtout à l'époque. Tu regardes une Rihanna ou une Beyoncé dans les années 2000, clairement en termes de coupe de cheveux, de maquillage, on n'est pas très loin d'une Britney ou d'une Christina Aguilera, hein. Et en faisant ça, elles avaient plus de chances de plaire à un plus grand public, d'accord? Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, la communauté noire, il y a à peu près 40 millions de personnes, d'accord? Et ils sont 360 millions de têtes, comme ça. Donc en réalité, la communauté noire, elle est toute petite. Donc super important de pouvoir toucher un plus grand public. Mais pourquoi, dans l'esprit des blancs, mais aussi des noirs, la dark skin était moins acceptable ou attirante? Et bien pour ça, à mon avis, il faut revenir à l'époque de l'esclavage. La femme noire à la peau foncée travaillait majoritairement au champ, dans des conditions extrêmement dures. Elle était exposée à la violence physique, au châtiment corporel, au travail exténuant, d'accord? Et en plus, ses traits physiques se rapprochaient plus de l'africaine, forcément. Pour toutes ces raisons-là, elle était moins bien. Et de l'autre côté, la femme noire à la peau claire, elle était plus souvent affectée au travail domestique,
domestique, donc la house slave, donc le N de maison que vous connaissez. Elle faisait tout ce qui est cuisine, ménage, soins des enfants du maître. Elle était plus visible à l'intérieur de la maison du maître, parfois habillée, un peu mieux nourrie, mais toujours esclave. Elle était parfois, entre guillemets, favorisée, d'accord, mais elle souffrait aussi, et c'était très souvent aussi d'autres types de violences, notamment les vœux très récurrents, que ce soit du maître ou alors de ses fils, car elle était perçue comme étant plus désirable. Alors pour t'en rendre compte, tu peux regarder les films d'époque, mais tu peux aussi regarder le clip de J. Cole, J.O.M.D, d'accord, où clairement il joue le rôle du N de maison, et là dans ce clip tu vois exactement ce que je te décris. Donc ça c'est un véritable héritage du passé dont nous faisons les frais encore aujourd'hui. Mais il y a aussi autre chose, dans toutes les communautés du monde, et ça c'est dur à dire et ça me fait beaucoup de mal, mais c'est la réalité, les personnes foncées sont vues comme étant les personnes faisant partie de la classe la plus inférieure. Et ça, c'est triste. Tu regardes en Asie, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, en Corée ou au Japon, l'idée des femmes là-bas, c'est de se protéger un maximum du soleil pour ne pas bronzer. Tu vas en Asie du Sud-Est, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, récemment, j'ai parlé à une personne dans le quartier où je travaille, gros big up à elle, qui me racontait une anecdote de l'époque qui est assez folle. Il a 70 ans. Il a beaucoup voyagé à travers le monde et à l'époque, il a eu l'occasion d'aller en Thaïlande. Et il y a une femme thaïlandaise qui voyait à l'époque, qui lui a demandé de lui faire un enfant métis parce qu'elle avait conscience que les enfants métis en Thaïlande étaient promis à un avenir meilleur, notamment dans l'entertainment encore une fois. Donc quand tu regardes le milieu de la télé là-bas, alors les Thaïlandais de ma communauté, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et me dire si j'ai raison ou pas, parce que je connais assez peu, voilà, je me base sur les propos de ce monsieur. Eh bien apparemment, là-bas, toutes les personnalités de la télé, ou du moins une grande partie, sont métisses, d'accord? Et apparemment, l'enfant qu'il aurait eu avec cette dame-là, travaillerait dans le show business. Donc, si c'est le cas en Asie du Sud-Est, dis-toi qu'en Afrique, c'est aussi le cas, hein, on en reparlera un jour peut-être, et aux États-Unis, clairement, on est en plein dedans. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, les métis sont plus plébiscités, sont vus comme plus beaux, mis plus en avant, et même des fois, tu vas avoir des dark skins qui sont réellement plus belles que des light skins, mais les light skins vont quand même être mis plus en avant. Bon, bref. Et ce qui est dingue selon moi, dans les années 2000, c'est que le colorisme n'était même pas un sujet. C'est-à-dire que la souffrance était tellement présente que les gens n'en parlaient même pas. C'était devenu presque tabou. Et ça, c'est ma théorie. Là, c'est vraiment ma théorie, les gens. Ok, je dis ce que je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais à mon avis, lorsqu'une souffrance bat son plein, les gens ont peur de la formuler. D'accord? Donc, par exemple, dans les années 2000, toutes les femmes noires dark skin étaient au courant qu'il y avait un véritable colorisme. Des gens ici et là en parlaient, mais dans des conversations privées. Mais j'ai pas le souvenir qu'à l'époque, j'étais aussi jeune, mais même dans les magazines ou quoi, qu'il y avait des femmes ou des hommes qui en parlaient en disant « Hey, il faudrait qu'il y ait plus de femmes noires, etc. etc. » Dans les années 2000. C'était quelque chose qui était vraiment pas formulé, qui était vraiment pas populaire. Et d'ailleurs, j'ai fait un truc, je suis allé sur Google Trends et j'ai tapé le mot colorisme, d'accord? Et donc j'ai pu voir la tendance du mot, combien de fois il a été utilisé, la popularité, etc. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que clairement, comme vous pouvez le voir sur l'image, le mot colorisme a été très peu de fois utilisé dans les années 2000 et ça commence à peine à augmenter en 2014 et en 2015 c'est un véritable sujet. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment en 2020, c'est-à-dire l'année de BLM, que c'est vraiment un sujet. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper récent, c'est-à-dire une époque où on a trouvé un moyen de contourner justement ce colorisme, parce que là on va bientôt parler de notre époque. Donc en 2015-2016, quand on a commencé à craquer le code du colorisme et qu'on a commencé à avoir de plus en plus d'artistes autres que light skin réussir, on en parle. Mais à l'époque où c'était réel, où les femmes noires le vivaient à fond, on en parlait quasiment pas. Et d'ailleurs, je vous vois venir, dans les années 2000, il y avait peut-être pas d'articles, etc. Internet était beaucoup moins, on va dire, fourni. Les gars, j'ai tapé racisme sur Google Trends, et comme vous pouvez le voir, il y a de gros pics dans les années 2000, hein. 2004, 2005, tu vois que le mot racisme revient très souvent. Donc on peut pas dire que dans les années 2000, il y avait pas beaucoup d'articles et que voilà. Non, non, non. Il y avait des articles, c'est juste que c'était pas un sujet. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus chez nous, d'accord? Ou encore qu'il n'y ait plus de colorisme parce qu'on en parle aujourd'hui, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que à partir du moment où il y a clairement de l'espoir ou que le souci en question est affaibli ou quasiment plus existant, d'accord? Selon moi, à partir de ce moment-là, tu vois que les gens en parlent beaucoup plus facilement, d'accord? Et je pense que tu peux appliquer ça à pas mal de sujets. Encore une fois, c'est mon avis. D'accord? Bon, maintenant, avance rapide, on revient à notre époque. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a beaucoup moins de colorisme. Tu regardes en France, alors c'est vrai que j'ai pas parlé de la France jusque-là, mais tu te doutes bien que si aux États-Unis il y a ce problème-là, en France,
j'en parle même pas, hein. Les chanteuses R&B de l'époque, t'es un peu foncé, c'est très compliqué. Mais il y en a quelques-unes qui réussissaient quand même, mais bref, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des choses qui se passent. Il y a Aya Nakamura qui cartonne, Theodora, voilà, on est sur des femmes dark skin, d'accord, qui ne rentrent pas dans les critères de beauté classiques eurocentrés, qui réussissent quand même à briller, d'accord. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Et à mon avis, comment les choses se sont faites ? Eh bien, c'est grâce aux réseaux sociaux. À mon avis, à partir de 2010, lorsqu'il y a eu le développement des réseaux sociaux, en fait, il s'est passé un truc, c'est que à l'époque, comme je le disais, il y avait les gatekeepers qui, eux, regardaient la société et en se basant sur ce qui se passe dans la société, proposaient un contenu pour toucher la masse via la radio, les chaînes télé, etc. D'accord ? Donc, même s'il y avait une segmentation, comme je l'ai dit plus tôt, il fallait quand même toucher la masse. Donc ça, c'était leur but à l'époque, donc light skin, etc. Voilà, ça fonctionne. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, que tu sois artiste, modèle, bref, n'importe quelle profession, il y a eu une démultiplication des niches, d'accord ? Donc le marché a été atomisé dans absolument tout, dans le modeling, dans l'acting, dans absolument tout. Avec les réseaux sociaux, tu peux parler à des communautés spécifiques qui aiment des choses bien à elles, d'accord ? Donc quand tu es une modèle, que tu es dark skin et que tu joues sur le côté dark skin sur les réseaux sociaux, d'accord ? Il y en a pas mal, d'ailleurs je vous en montre quelques-unes, eh bien tu peux jouer sur ça et réussir à générer une communauté de gens qui vont te suivre pour tes particularités, parce qu'il y a tellement de modèles, pour rester sur l'exemple des modèles sur les réseaux sociaux, si vous vous ressemblez toutes, ça va être très difficile de se démarquer. Donc naturellement, tu commences à avoir des créatrices de contenu, des modèles, qui vont commencer à jouer sur leur originalité, sur leur spécificité, d'accord ? Donc elles vont jouer sur le fait d'être très foncées, donc ça va les démarquer, mais là je parle de la couleur de peau parce que c'est la thématique de la vidéo, mais en réalité, ça s'applique aussi au fait d'être plutôt ronde, fine, avec des grosses fesses, etc. Bref, ça joue là-dessus, et même du côté des hommes, hein. Là je me concentre sur les femmes parce que je parlais du R&B, etc. et du beauty privilège, pretty privilège, et c'est les femmes qui ont été le plus touchées par ça, d'accord ? Mais clairement, ça touche absolument tous les secteurs, la musique, etc., tous les secteurs. Donc le marché s'est atomisé absolument dans tout. Donc les gens parlent à des communautés, donc tu dois jouer sur tes spécificités pour que ça fonctionne, d'accord ? Et d'ailleurs, je vais parler même de moi, en tant que créateur de contenu, je parle de sujets très spécifiques finalement. Quand je vous parle d'NBA Youngboy, quand je vous parle même de l'affaire Didi, ça parle à une communauté précise, même si ça a fini par toucher beaucoup plus de gens, mais à la base, ça parle à une communauté précise. J'aurais pas pu traiter la moitié de mes sujets, même plus, si j'étais à la télé dans les années 2000, d'accord ? Donc clairement, c'est spécifique à Internet et encore une fois, à un marché atomisé à qui tu vas t'adresser de façon très spécifique. Par contre, lorsque tu t'adresses à cette communauté-là, eh bien, il se passe quelque chose, vous êtes beaucoup plus proche. Il y a un engagement. D'ailleurs, en parlant de marché de niche et de stratégie, j'ai fait une vidéo sur la stratégie de contenu sur ma seconde chaîne et je parle de notamment un conseil que Will Smith a donné aux créateurs de contenu. Abonne-toi à la newsletter si tu veux recevoir la vidéo. Et du coup, il y a une forme d'authenticité qui se crée parce que c'est la communauté qui aura choisi la personne. D'accord ? Et à mon avis, grâce aux réseaux sociaux dans les années 2010, il y a eu de plus en plus de femmes qui ont affirmé qui elles étaient. Aussi, il y a eu des communautés qui se sont créées en revendiquant des choses, en se disant fiers, en mettant en avant leur beauté, leur apparence, etc., en s'acceptant tels qu'ils sont. Et c'est comme ça, à mon avis, que les choses se sont développées. Et aussi, il y a eu de plus en plus de recherches, une prise de conscience qu'il n'y avait pas forcément dans les années 2000, encore une fois, grâce à Internet, au partage d'informations, etc. Et donc, à mon avis, tout ça a fait que ces modèles qui avaient ces spécificités-là ont pu être mises de plus en plus en avant. Et c'est comme ça que, petit à petit, étant donné que le public choisit ses champions, désormais, et que c'est plus les gatekeepers qui vont regarder le marché et sélectionner une artiste pour la faire gagner, et que désormais c'est toi-même qui va lancer ta musique et qui va cartonner, et que c'est la communauté qui va te prendre et décider que c'est toi le gagnant, eh bien tu commences à avoir des artistes plus authentiques que l'époque. Et c'est pour ça qu'une Aya Nakamura, qui en réalité ressemble plus aux femmes noires actuellement en France, d'accord, bon, aujourd'hui, elle a pris de l'argent, etc. Donc, elle est quand même, voilà. Mais à la base, quand même, elle ressemble aux femmes noires africaines de l'Ouest. Physiquement, elle ressemble directement à son public. Et donc, ces femmes-là vont la porter et en faire d'elle une star. Parce que désormais, c'est le public qui choisit. Donc l'authenticité est super important. Et d'ailleurs, ce que tu peux observer, c'est que depuis que le public choisit, eh bien, il y a plus de femmes noires en France qui réussissent, tu vois. Theodora et Aya Nakamura, c'est quand même pas rien. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus comme ça. Je dis pas que c'est les seuls, hein, mais celles qui me viennent en tête. Et aux États-Unis, c'est pareil. Lorsqu'on voit l'essor de Doechii, alors bon, Doechii, apparemment, ce serait une industrie pleine, blablabla. On fera peut-être une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous aimeriez voir. J'ai le sujet en tête depuis quelques mois, mais
Je sais pas si c'est quelque chose qui vous plairait, donc il faut que vous me disiez. Ou encore Cizé, on sait que c'est des artistes qui ont réussi grâce à leur public. Elles ont une communauté, elles ont fait leur truc, elles ont été authentiques, elles ont réussi à monter. Et c'est le public qui a décidé que c'est elles qu'elles voulaient voir, et l'industrie, du coup, est allée les chercher pour ensuite les faire monter. Donc ça va dans ce sens, ça va du bas vers le haut, et avant ça allait du haut vers le bas. Voilà, donc c'est la grande différence et c'est l'un des grands avantages des réseaux sociaux, c'est que aujourd'hui le public peut choisir ses champions contrairement à l'époque où c'était les gatekeepers, les boîtes de prod, les corporations qui le faisaient. Et d'ailleurs aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un phénomène inverse. Lorsque tu es une chanteuse d'R&B, que tu es trop belle, tout de suite il va y avoir des suspicions de industry plant ou encore que tu es favorisé par rapport à ton physique. Je me rappelle notamment d'une vidéo de Georgia Smith qui était triste, en tout cas du moins ça se voyait qu'elle était triste du fait que les gens en fait disent qu'elle est populaire parce qu'elle est belle. Du coup il y a beaucoup de commentaires comme ça sur l'internet qui disent que bah voilà, si elle a autant de popularité c'est parce qu'elle est très belle. Do you get worried that people don't listen to you for the right reasons? They just think I'm a pretty person. Yeah. Thing is, when I first put out my first song, there was nothing. There was no There was image, no image. no So I was pictures. like, well, I know that people listen to Blue Lights because they like the song, they like Yeah. what it meant, they like my voice. Or, en réalité, comme elle l'a dit, ben, elle s'est fait connaître sur un morceau sans que les gens voient son visage. Récemment, il y a également Tyla qui vit la même chose. Les gens parlent d'elle comme étant une industry plant. Beaucoup de gens ne l'aiment pas parce qu'elle est claire. Et d'ailleurs, elle avait dit qu'elle est métisse. Mais lorsque tu connais la culture d'Afrique du Sud, il y a les noirs, les métis et les blancs. Et puis d'autres communautés. Mais les métis, ça fait partie d'une tranche particulière de la population. Toutes ces choses-là ont fait que la communauté afro-américaine, et je dirais noire globalement, l'est pas reçue comme elle aurait aimé qu'elle soit reçue, d'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les choses ont complètement changé. Une Tyla, à l'époque, ça aurait pas du tout été comme ça aurait été un carton plein, les gens l'auraient accepté parce que l'industrie l'aurait marketé et il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc forcément ça aurait fonctionné et les gens ne se seraient jamais même offusqués de ça. Et aujourd'hui même, ce qui est intéressant, c'est que c'est le contraire. Lorsque tu es trop belle, ça peut être très compliqué pour toi de réussir si tu n'es pas talentueuse réellement. Tyla est en permanence jugée sur ses performances ou quoi. Et d'ailleurs, tu as des artistes comme ça qui ont décidé de ne pas montrer leur visage pendant un beau moment ou de ne pas mettre leurs atouts physiques en avant pour prouver que c'est vraiment des artistes talentueuses. Et comme ça en tête, j'en ai deux. Il y a Billie Eilish, d'accord, bon elle est blanche, mais c'est du beauty privilège et le colorisme c'est une forme de beauty privilège, c'est un bon exemple. Elle a décidé de s'habiller de façon ample pour que les gens se concentrent sur le côté créatif de ses tenues et surtout sur son talent d'artiste. Et tu as aussi Her qui ne montrait pas son visage au début de sa carrière pour que les gens se focusent sur sa musique. Alors, c'est pas quelque chose que je recommanderais aux artistes en général de ne pas montrer leur visage, surtout s'ils sont beaux, mais je peux comprendre la démarche. C'est-à-dire que l'authenticité pour elle passait par là et ça a fonctionné pour elle au final, d'accord? Et pour revenir sur Ameri, elle a performé récemment sur Tiny Desk, les gens l'ont défoncé parce que les gens sont revenus un petit peu sur tout ça, t'as été privilégié à l'époque quand même, il faut le noter, ok t'as fait un bon premier album, mais au final tu chantes pas si bien. Et une personne qui chante pas si bien aujourd'hui, et qui se prétend être un très bon chanteur, c'est chaud. Parce que dans notre époque, si t'es pas un très bon chanteur, et que c'est assumé que t'es pas un très bon chanteur, tu utilises de l'autotune, on sait que t'es pas une grande chanteuse, mais t'es là pour l'argent, etc., t'es un peu direct comme ça, les gens vont l'accepter. Tu vois, une Cardi B, que j'aime beaucoup d'ailleurs, musicalement, son premier album, Evasion of Privacy, c'est du rap, je sais, mais ça représente bien ce que je veux dire. On sait qu'elle écrit pas ses textes, mais c'est assumé. Donc du coup ça passe, ça c'est notre époque. Par contre, lorsque tu t'affirmes comme étant un vrai chanteur, on va t'attendre au tournant, il faut que tu sois vraiment un vrai chanteur. Donc ça c'est vraiment notre époque, donc merci aux réseaux sociaux, merci aux conversations qu'il y a eu entre les gens, d'accord? Et merci aux femmes qui ont à un moment donné décidé de mettre en avant leur beauté et de prendre la décision de s'affirmer telles qu'elles sont. J'ai parlé des femmes ici, les hommes ont aussi été victimes de colorisme dans les années 2000, etc. Ça c'est clair et net, mais le beauty privilège quand t'es artiste est quand même beaucoup plus fort chez les femmes, vous serez d'accord avec moi. Tu prends un R. Kelly dans les années 2000, il cassait tout, il tuait tout, d'accord? C'est pas l'homme le plus beau, il est plutôt, chocolat on va dire. Usher, c'est plutôt un dark skin, ça passait, mais c'est vrai qu'un Chris Brown a été mis très vite en avant aussi pour ça. Omarion qui est plutôt light skin, chocolat, ça aussi, voilà. Mais il faut dire que vraiment, pour le coup, les femmes ont été en quelque sorte les victimes du colorisme en grande majorité, et je voulais absolument vous partager ça, mon analyse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il vous plaît, restons cordiales, restons polis dans les commentaires, parce que ces sujets-là, c'est toujours sujet à beaucoup de passion, beaucoup de réactions, etc. Donc restons posés, j'ai envie d'avoir votre avis, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc commentez, likez la vidéo, partagez-la
à des gens qui pourraient être intéressés. Et surtout, n'oubliez pas, make it shine. Il y a des soldes, des réductions en ce moment même. Profitez-en, jusqu'à 70% de réduction. Mettez-vous bien pour cet été, briller, d'accord? Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, mon compte privé, iamchris.k, j'ai sorti des vidéos super drôles en plus. Vous ratez quelque chose si vous n'êtes pas là-bas. Suivez le compte de Iconic, le média. On est sur Instagram et Twitter, les liens sont dans la description et également sur le premier commentaire. C'était Chris d'Iconic pour te servir, on se dit à très vite. Cheers!